In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre qui s'intitule Continuité et discontinuité au cinéma, avec comme sous-titre de la 2D à la 3D stéréoscopique. C'est édité chez Septentrion, Presse universitaire Septentrion, le voici. Toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo. C'est un livre écrit par Esther Jacopin. Esther Jacopin est là pour nous en parler et je suis vraiment très content. Merci à vous. Comment allez-vous ? Ça va bien, je vous remercie. Un petit peu fatiguée, je sors de tournage récemment, il faut le temps de retomber et de retrouver un rythme correct, mais sinon ça va, je vous remercie. Alors, il faut savoir que vous êtes diplômé du département script de la FEMIS, c'est la promotion 2013, et vous êtes docteur sacre à la FEMIS à l'université PSL. Et c'est très bien que vous me parliez de tournage, parce que vous étiez en tant que script ou c'était un autre poste ? Non, j'y étais en tant que script, ouais. D'accord. Alors, et c'est intéressant que vous dites ça parce que vous commencez le livre en parlant de ça. Donc, première question très très simple. Pourquoi ce livre ? Qu'est-ce qui a fait que vous ayez envie d'écrire là-dessus ? En fait, comme beaucoup, j'ai envie de dire, comme une bonne proportion des livres universitaires, c'est issu d'un travail de doctorat que j'ai mené entre 2014 et 2017. Mais la naissance de mon intérêt en fait pour la 3D stéréoscopique, elle est née pendant la fin de mes études au département script de la FEMIS. À un moment où on était sur l'année scolaire 2012-2013, donc il y a 10 ans tout juste. Et je cherchais un sujet de mémoire de fin d'études qui se colle à l'actualité. De façon en fait à me préparer à la sortie de l'école en quelque sorte et avoir l'opportunité aussi d'explorer des sujets contemporains et des problématiques auxquelles je me retrouverais confrontée sur le plateau à la sortie de l'école. À ce moment-là, dans la suite du succès d'Avatar sorti en décembre 2009, plusieurs films en 3D stéréoscopique étaient sortis. C'est l'Odyssée de Pi à ce moment-là qui sort. C'est aussi le premier volume de la trilogie du Hobbit. Et surtout, en France, quelques mois plus tard, est sorti Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Quatrième film de mémoire, si je me trompe pas, de la série des adaptations au cinéma d'Astérix et Obélix qui avait été tournée en 3D stéréoscopique justement. Et on entendait beaucoup parmi tous les techniciens qu'on pouvait croiser et les témoignages que nous rapportaient nos directrices de département, à l'époque Zoé Zurstrassen et Donatienne de Goro-Starzu, que la 3D stéréoscopique posait des problèmes, en tout cas nous confrontait à des nouvelles questions en termes de mise en scène, de continuité, de raccord, comment est-ce que ça modifiait notre poste de script d'un point de vue plus technique en tant que personne qui assure par la rédaction des rapports sur le plateau la transmission des informations du tournage à la post-production. C'était quelque chose de nouveau et c'est donc quelque chose que j'ai eu envie de creuser. Et par la suite, en fait, par une première approche via le métier de script, ça a levé le voile sur des questions beaucoup plus qui touchaient davantage et directement à la mise en scène. En fait, concours de circonstances, comme je finissais mes études à la FEMIS, a ouvert une nouvelle formation doctorale qui permettait en fait de faire un doctorat basé sur la pratique au sein de l'Université de recherche Paris Sciences et Lettres. Donc le programme doctoral SACRE, acronyme de Sciences, Arts, Création, Recherche. Ça me laissait la possibilité finalement de faire des films en 3D stéréoscopique et donc
et de les présenter au moment de la soutenance à un même niveau d'évaluation, sur un même pied d'égalité que le mémoire écrit, la dissertation, pour prendre le terme que les anglo-saxons emploient, au moment de la soutenance pour l'obtention du doctorat. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler ce qu'est la 3D stéroscopique? Pardon, excusez-moi, parce que je pense qu'il y a certains ou certaines des spectateurs, spectatrices qui vont regarder ne savent peut-être pas, enfin, ils en ont entendu parler, mais ça serait intéressant d'avoir votre définition sur la 3DS, la 3D stéroscopique. Ouais, la 3D stéroscopique, en fait, c'est le terme technique exact pour désigner les technologies employées pour reproduire le relief de la vision binoculaire au cinéma et en photographie. Et ça correspond en fait à quand vous allez voir un film qui a marqué 3D sur l'affiche, qu'au cinéma vous mettez des lunettes et que par moment vous avez l'impression qu'il y a des objets qui sortent de l'écran, ou bien que vous perdez toute notion de position physique de l'écran, avec l'impression que le décor se déploie au-delà de l'écran, derrière, dans le fond de la salle. Eh bien, c'est de la 3D stéroscopique qu'il s'agit, que j'emploie et que je préfère au terme de 3D tout seul, parce qu'en fait, 3D, c'est déjà un terme qui est employé dans l'animation, en 3D, image de synthèse, employé aussi par les VFX. Et il m'est déjà arrivé en fait de discuter avec des collègues, avec des amis qui travaillent dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Et quand je parlais simplement de 3D, ils m'ont répondu avec des exemples de leur propre expérience, avec des projets en images de synthèse, mais pas nécessairement en 3D stéréoscopique. Donc, dans le but d'éviter toute confusion, j'essaye de systématiser l'emploi de l'expression 3D stéroscopique ou 3DS, le petit S pour stéroscopie, afin que les gens ne se trompent pas. Vous parliez de répercussions sur votre métier de script. Quelles sont ces répercussions? D'abord, on a un nouvel interlocuteur au sein de l'équipe, qui est le stéréographe, la personne qui est en charge de superviser la stéréographie sur toute la chaîne de production du film. Cette personne-là, elle va régler la stéroscopie et ce sont des paramètres qui touchent directement à l'assemblage des caméras, puisque pour tourner en 3D stéroscopique, on utilise 2 caméras. Sur le principe de la vision binoculaire humaine, les êtres humains ont 2 yeux pour reproduire l'effet de relief et de profondeur qu'on perçoit quand on regarde autour de nous. Eh bien, en prise de vue photographique et cinématographique, on utilise 2 appareils de prise de vue en simultané. Donc le stéréographe, il règle les paramètres des caméras, et ça a un impact direct sur l'image, puisque ça va déterminer où se trouve le plan de l'écran, quelle est la portion de l'image qui est en jaillissement, c'est-à-dire qui sort de l'écran, ou au contraire qui se trouve en profondeur, c'est-à-dire derrière l'écran. Et ce sont des informations qui sont à noter pendant le tournage, de façon à ce que ces informations soient prises en compte pour la post-production. Donc, ce sont des informations que moi, en tant que script, je note sur mes rapports pour les transmettre à la post-production avec le reste des informations habituelles concernant le montage, les numéros de plan, les appréciations des prises, les paramètres habituels de caméra tels que focale, ouverture du diaphragme, des filtres spécifiques, par exemple. Et puis, d'un point de vue, en fait, la prise de vue stéroscopique, dans la mesure où, quand elle est dite native, c'est-à-dire qu'on tourne en 3D stéréoscopique dès la phase de production du film, pendant le tournage, eh bien, ça a un impact visuel très fort, puisque ça nécessite des efforts supplémentaires pour notre perception visuelle, dans la mesure où on force nos yeux qui convergent
naturellement quand on fixe un point dans notre environnement. Là, on les fait converger une deuxième fois de façon à percevoir les portions qui seront en jaillissement, les portions qui seront en profondeur. Et donc, ça nécessite à chaque fois un temps d'adaptation d'un plan à l'autre. Des études, donc ça va avoir un impact sur le montage. Il y a des études qui ont été faites aussi qui ont montré que notre zone d'attention sur une image en 3D stéréoscopique, elle est plus large que sur une image simplement en 2D. Donc, il faut essayer de repenser la composition du cadre de façon à s'assurer que les spectateurs vont bien fixer le point d'intention, le sujet du plan. Et cette envie finalement de promener le regard pour apprécier la profondeur, les volumes, les textures que nous donne à voir une image en 3D stéréoscopique, eh bien en fait, elle induit elle a un impact sur la façon dont l'image, quelle est la représentation spatiale de l'espace. Quand on tourne un film en prise de vue réelle, le plus gros, l'outil qui a le plus d'impact sur la représentation spatiale, c'est évidemment les objectifs des caméras. Donc ça va nécessiter également de choisir avec attention quelle focale on met sur les caméras pour construire une représentation de l'espace qui soit en cohérence avec les distances et la rondeur des objets qu'on filme dû aux paramètres de la stéroscopie. Et ça donne aussi une possibilité un peu particulière pour celles et ceux qui font les films, les cinéastes en l'occurrence. Là, par exemple, je pense qu'il y a un moment, vous avez mis un extrait d'une interview de Sam Raimi lorsqu'il avait fait Oz, où il dit qu'il doit réapprendre tout, de repartir même depuis le début. Mais en même temps, j'ai cette impression aussi que par rapport à la 3DS, elle est intéressante quand elle est pleinement utilisée comme un langage, quand on peut l'utiliser pour questionner réellement le cinéma, comme par exemple Wim Wenders ou des choses comme ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, la 3DS est utilisée de manière assez banale? Qu'est-ce que vous entendez par banal? C'est-à-dire que ça devient une forme d'illustration, en fait. Par exemple, certains, pour reprendre le premier Avatar et le second, beaucoup de gens disent que dans le premier Avatar, il y avait effectivement quelque chose d'assez intéressant. C'était vraiment au niveau du travail sur la 3DS, alors que dans le second, comment je pourrais dire ça? C'est devenu quelque chose de banal. C'est moins étudié, on va dire ça comme ça. Je pense que cette sensation-là, elle vient de ce que les Anglais appellent le wow effect. C'est-à-dire que la stéroscopie, c'est d'abord et avant tout une illusion. Et en jouant sur les paramètres des caméras ou des appareils photo, quand on fait de la photo en 3DS, on déforme d'une certaine... On ne reproduit pas nécessairement à l'identique, on force la représentation de l'espace. On a la possibilité de modifier la perception des échelles, la perception de la rondeur des volumes. Et donc c'est cet effet qu'on pourrait qualifié de plus spectaculaire, qui a été très souvent utilisé et mis en avant dans les productions en 3D stéréoscopiques, notamment pendant la vague des années 1950, ou entre 1952 et 1954, rien qu'aux États-Unis, il y a eu plus de 60 films qui ont été tournés, produits en 3D stéréoscopique. Même Hitchcock, qui était sous contrat pour la Warner à l'époque, a dû s'y coller. Et quand la 3DS est
revenu à chaque fois. Ce sont ces effets spectaculaires qui se traduisent bien souvent par des forts effets de jaillissement qui ont été mis en avant et réutilisés notamment par les films de studio hollywoodiens. À ceci près qu'on s'est rendu compte que, comme je le disais un peu plus tôt dans notre entretien, voir des images en 3D stéroscopiques, ça nécessite des efforts de la part de notre perception visuelle, nos yeux, notre cerveau, qui doit refusionner les paires d'images qui lui sont données à voir, reconverger les yeux pour focaliser sur ce qui est en jaillissement ou au contraire ce qui est au-delà de l'écran. Et on s'est rendu compte que ça marchait bien sur le temps de la pub Haribo avec des bonbons qui flottent à l'intérieur de la salle, au-delà de l'écran, en jaillissement, pendant 30 secondes à 1 minute, mais que c'était pas viable pour notre système visuel de tenir 2 heures comme ça. Donc petit à petit, en fait, depuis ce que certains historiens appellent la 3e vague stéroscopique au cinéma, lancé par Avatar en 2009, en effet, petit à petit, en fait, des réalisateurs, y compris James Cameron lui-même, ont diminué les effets de jaillissement au profit de quelque chose, de l'utilisation de la stéroscopie pour une meilleure représentation des textures, une meilleure perception des distances, de l'environnement et de l'espace d'une manière générale. Donc, je pense que c'est plutôt... en tout cas, c'est cette lecture-là que j'aurais à votre remarque concernant l'utilisation et la banalisation de l'usage de la stéroscopie dans les films. Revenons au livre. Je rappelle continuité et discontinuité au cinéma, de la 2D à la 3DS, la 3D stéroscopique. C'est édité chez Presse Universitaire Septentrion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez conçu l'architecture du livre? Oui, alors il y a plusieurs. En fait, il y avait plusieurs problématiques que j'avais en tête quand j'ai démarré mes travaux de recherche. En fait, comme je le disais au tout début de notre entretien, dès mon mémoire de fin d'études à la FEMIS, il y avait d'une part la 3D stéroscopique, mais surtout la notion de continuité. Et cette notion de continuité, bien souvent, on la rattache au métier de script comme étant personne garante de la continuité d'un film. Mais cette continuité, ce terme de continuité, parfois on l'utilise à tout bout de champ, sans jamais vraiment le définir. Et finalement, j'avais l'impression de le pratiquer en tant que script, sans être capable d'expliquer de quoi il s'agissait et sans être capable de mettre des mots dessus. Donc, dans un premier temps, je me suis attachée à donner une définition de ce que c'est que la continuité au cinéma, définie évidemment en regard aussi de son antonyme qu'est la discontinuité, avant ensuite de voir comment est-ce que ça touchait plus largement à la mise en scène et comment ça trouvait à être redéfini et comment ça a été touché par la 3D stéroscopique, qui est donc analysée dans un second temps dans le livre, d'abord en rappelant quels sont comment fonctionne la vision binoculaire humaine et donc comment est-ce qu'on reproduit notre perception du relief, ce qu'on appelle la stéréopsis, en prise de vue avec des appareils de prise de vue, puis en projection, quels sont les dispositifs qui permettent de la visualiser. Et puis comme c'est issu d'un travail de thèse qui a un format un peu particulier, puisque comme je l'expliquais plus tôt, il y avait une dimension pratique et artistique à mon travail de recherche.
le but, c'était d'essayer de mettre en œuvre certaines des hypothèses formulées au cours de mes recherches dans la réalisation de courts-métrages en 3D stéroscopique qui font donc, et ces expériences-là, elles font donc l'objet d'un compte-rendu dans la dernière partie du livre. J'aimerais bien vous m'en parler ça parce que vous m'avez envoyé effectivement les lunettes pour pouvoir voir les deux films. Quels ont été enfin, ça vous l'expliquez dans le livre, mais ça pourrait être intéressant. C'est intéressant parce que c'est un livre où il y a effectivement un gros travail théorique avec comme vous le disiez, un aspect pratique. Quelles étaient les conclusions que vous avez tirées? C'est plutôt, disons que c'est, alors il y a un premier, il y a eu 2 courts-métrages. L'un était complètement rattaché à un programme de recherche universitaire qui s'appelait Les arts trompeurs, machines, magie média. Et le second a été réalisé de façon plus autonome, finalement, en réponse au premier, aux conclusions du premier. Et de la même façon que la première partie du livre met en avant le fait que la continuité au cinéma fonctionne en concomitance avec des éléments de discontinuité et que les deux en fait sont très très liés. Eh bien, je crois que ce que j'ai pu expérimenter avec la réalisation de ces 2 films, c'est que de la même façon, ce que j'essayais de définir comme la continuité stéréoscopique spécifique au cinéma en 3DS, ça fonctionne lui aussi sur des critères de discontinuité et que la stéréoscopie plan par plan, ce sont des éléments de discontinuité spécifiques à la stéroscopie qui permettent d'enrichir plus généralement la continuité stéroscopique du film dans son ensemble. Et qu'est-ce que vous appelez quand vous parlez de continuité apparente? Alors, la continuité, en fait, j'ai eu une démarche assez scolaire, mais qui permettait vraiment de reprendre les choses au niveau zéro quand je me suis attaquée à essayer de définir la continuité. J'ai commencé par ouvrir un dictionnaire et à me demander, finalement, est-ce que dans un film, et plus largement au cinéma et surtout dans les films de fiction, est-ce que cette définition de continuité que je trouve dans le dictionnaire, elle s'applique stricto sensu dans les films? Je me suis vite aperçue que non, parce que il n'y a pas de façon, parce que la définition de la continuité qu'on trouve dans un dictionnaire, elle met en jeu le temps et l'espace. Certes, le cinéma, c'est un art qui se déploie dans le temps et dans l'espace, mais pour autant, un film, il repose sur plusieurs niveaux de temporalité, plusieurs spatialités, à la fois les espaces comme les décors, les lieux où se déroulent les scènes, mais aussi l'espace du cadre, la composition graphique de l'image. Et donc, au moment de m'interroger sur comment est-ce qu'on fait la synthèse de tous ces éléments, et notamment dans perception visuelle, comment est-ce que déjà au niveau des 24 photogrammes d'une seconde de film, comment est-ce qu'on finalement on ne perçoit qu'un flux ininterrompu d'images. J'ai découvert un article qui redéfinissait, redistribuer un peu les cartes de la perception visuelle avec ce qu'on appelle l'effet phi, le mouvement bêta, ce genre de notions, et discutait justement du mouvement apparent dans
dans la perception du mouvement à partir d'images fixes. Et je l'ai appliqué, je l'ai élargi à la continuité au cinéma pour définir dans le livre ce que j'appelle donc la continuité apparente, c'est-à-dire la façon dont finalement on voit un film unique, s'il y a une unité de l'œuvre, mais qui repose en fait et accepte tout un tas de petites discontinuités, mais qui font l'essence d'un film, avec, comme je le disais tout à l'heure, multiplication des temporalités, multiplication des espaces, variété des plans, division en scènes, en plans, variété de choix des techniques utilisées. D'un plan à l'autre, on n'utilise pas la même focale. Enfin, voilà, c'est la continuité apparente au cinéma, c'est la façon dont tous les éléments vont, bien que disparates, bien que discontinus, pris individuellement les uns avec les autres, vont être organisés de façon à créer un film qui soit unique, un objet donc continu, et tout en restant compréhensible et intelligible pour les spectateurs qui le regardent. Et ça crée une interactivité qui est de plus en plus prononcée, plus en plus développée avec le spectateur. Oui, alors après, qu'est-ce que vous entendez par interactivité finalement? Ce que vous disiez au début par rapport à cette capacité incroyable de s'adapter, d'adapter le regard, et quand je parle d'interactivité, c'est cette manière que le cinéaste va voir pour dialoguer avec le spectateur à travers ces nouvelles compositions, ces progrès, cette manière de travailler le cadre, etc., etc. Oui, si on rebondit ensuite sur la stéréoscopie, c'est en effet la manière dont les cinéastes vont employer cette technologie qui est à leur disposition, en effet, pour raconter leur histoire et s'assurer toujours que les spectateurs suivent par eux-mêmes et sans fatigue, pour reprendre les mots de Méliès dans un article paru au début du XXe siècle, l'histoire et les personnages marquants, et de manière fluide, ce qui en effet, c'est-à-dire c'est une question de technique, quoi. C'est que Hitchcock avait bien compris en mettant au point des cliffhangers dans ses scénarios et en les mettant en scène. C'est quelque chose, j'ai envie de dire, qu'on fait assez... Je comprends votre question, mais de notre côté, de mon côté, en tant que technicienne, c'est quelque chose qu'on fait assez naturellement, et c'est une question qu'on se pose constamment sur un plateau quand on fait les plans et quand on dialogue avec le réalisateur. On s'assure et on se pose la question que, d'une, ses intentions originelles sont respectées, et de deux, que le spectateur va comprendre, et qu'on est en train de mettre en scène une séquence, ou d'organiser, de faire un choix de mouvement de caméra, de focale, de profondeur de champ, qui permettent vraiment de focaliser l'attention des spectateurs, sur l'histoire, sur le film, la trame narrative principale. Continuité, discontinuité au cinéma, de la 2D à la 3D stéréoscopique. C'est édité chez Presses Universitaires de Septentrion, et c'est écrit par Esther Jacopin, qui est venue nous en parler. Bien évidemment, on n'a pas tout dit du livre. Toutes les informations sont dans le descriptif. Il y a un lien qui renvoie directement au livre, au site de la maison d'édition, si vous voulez vous le procurer. Merci en tout cas à vous d'avoir répondu à quelques-unes de mes questions. Et puis c'était vraiment un plaisir. Je répète, continuité, discontinuité au cinéma. Merci à vous. Merci. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.